Voilà, bonjour à tous, bienvenue pour la rentrée du Club Science. Alors, ce thème, je savais à peu près de quoi je voulais parler. Le plus difficile, ça a été au départ de trouver un titre. Et en fait, après avoir trouvé le titre, j'ai encore évolué sur le contenu. Parce qu'entre-temps, il y avait des aspects, certains aspects dont je me rappelais qui étaient dans ce livre que j'ai lu il y a déjà quelques années, qui s'appelle « Ni hasard ni nécessité », par Marc Halévy. Donc, « Ni hasard ni nécessité », c'est une réponse à Jacques Monod. Et du coup, j'ai relu le passage dans ce livre dont je voulais parler, mais finalement, j'ai relu le livre tout entier, parce qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes. Alors, en fait, au point que même, je dirais que ce dont je vais parler aujourd'hui, je pourrais faire une nouvelle conférence entière, sans que ce soit ennuyeux, du moins j'espère. Alors, même si on le verra, par rapport à ce Marc Halévy, j'ai des divergences. Mais bon, ça se combine bien avec... on a des points communs sur la différence par rapport à la physique classique. Mais par contre, bon, j'y reviendrai dans les détails après. Pour le situer, ce Marc Halévy, c'est un disciple d'Ilya Prigogine. Donc il suit assez bien, quand je vois un petit peu les différents livres moi-même d'Ilya Prigogine à la maison, et je vois que oui, ça va un peu dans la même veine. Voilà, pour préciser. Et un de ses amis, qui est maintenant décédé, je crois, c'est Edgar Morin, qui avait écrit justement la préface de ce livre. Voilà, donc, alors une autre piste qui m'a fait aussi élargir le sujet, c'est cette affiche. Parce que quand j'ai voulu parler des briques de l'univers, en fait, l'idée c'était de voir quel était le rôle des briques, c'est-à-dire des éléments constitutifs de l'univers. Mais comme quand on construit une maison, les briques, c'est qu'un aspect des choses. Il faut savoir agencer les briques, il faut des liants entre les briques, etc. Donc, ça fait entrer en jeu toutes les relations, toutes les forces qui peuvent exister. Et donc, là, cette affiche, c'est mon cousin Yves Massé qui l'a écrite. J'ai juste changé le titre, j'ai mis mon titre Les briques de l'univers, il avait un autre titre, mais sinon ça m'a convenu, mais en même temps, dès le départ, il détruit mon idée de base, puisque avec cette citation de Heisenberg, nous devons abandonner la philosophie de Démocrite et le concept de particules élémentaires, nous devrions plutôt accepter le concept de symétrie élémentaire. On va voir effectivement que les fameuses briques, j'allais dire, pour prendre une image, les briques volent en éclats. C'est-à-dire que tout ce qu'on considérait comme étant la base de la physique et de la science, eh bien ça n'est plus tout à fait, je dirais, j'écarterai pas complètement, mais ça n'est plus tout à fait la vision actuelle. Compensé cependant par ce commentaire. Bon là, c'est pas une citation, c'est plutôt un commentaire sur Einstein. Voilà. Donc
les notions voilà, d'espace, de temps absolu, de particules élémentaires solides, de phénomènes physiques de nature strictement causale, étaient l'expression de l'idéal d'une description objective de la nature. Aucun de ces concepts ne peut être étendu au nouveau domaine où les physiciens mènent désormais leur investigation. Donc, voilà. Einstein croyait fermement en l'harmonie inhérente à la nature et sa préoccupation la plus profonde tout au long de sa vie scientifique fut de trouver un fondement unitaire de la physique. Donc, on a des concepts qui s'effondrent, mais pour Einstein, il est quand même à la recherche de concepts fondamentaux. Donc, même si ça ne doit pas être les mêmes, il doit y avoir quand même des briques, même si ce n'est pas celles qu'on pensait être. Alors, première question, quelles sont les briques de l'univers? Et on va voir que ce sujet nous amène automatiquement, enfin, pour moi, ça m'a amené, on va dire, ça m'a amené vers un autre sujet encore plus fondamental. Donc, les briques de l'univers, c'est-à-dire les constituants fondamentaux de l'univers, ou de quoi l'univers est-il fait? Alors, pendant un certain temps, alors je ne dirais pas pendant longtemps, parce que, par exemple, du temps de Newton, on avait l'espace, le temps et la matière, mais on n'avait pas encore clairement la notion d'énergie. Donc le temps où on a considéré l'espace, le temps, la matière et l'énergie comme des fondamentaux, il est finalement relativement réduit, d'une certaine manière. Voilà, et donc, question, est-ce que, avant d'aller dans ces détails-là, je suis arrivé à me poser, je dirais peut-être ensemble aussi avec Marc Alévi ici, à la question, qu'est-ce que la science déjà? Avant même de parler du contenu. Donc, on va faire une petite introduction là-dessus, qui n'a pas pour but de définir globalement la science, etc., mais de pouvoir comprendre comment les choses fonctionnent, justement. Alors, voilà, la science est à la recherche des éléments de base constitutifs de l'univers, les briques, c'est-à-dire la structure, parce que ces briques sont aussi agencées d'une certaine manière, mais ainsi qu'aux relations entre ces briques et leurs composés, relations qui vont engendrer des transformations, c'est-à-dire la dynamique. Donc on a des briques, mais ces briques vont interagir et évoluer, mais aussi et surtout, donc encore plus la base, les lois et les invariants qui s'appliquent aux briques et à leur transformation. Parce que sans cet aspect-là, sans ce troisième aspect-là, la science ne sert pas à grand-chose. C'est juste comme un dictionnaire ou une collection de connaissances où on a tel. L'univers est constitué de ceci, cela. Un peu comme on fait une taxonomie des espèces vivantes, etc. Au-delà de ça, il faut savoir quelles sont les particularités de chaque espèce vivante, comment elles évoluent, etc. Et un autre aspect, c'est que on a d'autres domaines où on a une recherche de la connaissance. Ce sont la philosophie et la religion, ou la spiritualité plus généralement. Donc, c'est peut-être... Ok, très bien. Donc, la science se caractérise par une approche qui est différente de la philosophie et de la religion. Donc, elle a deux mamelles fondamentales. Elle a deux mamelles fondamentales. D'une part, l'observation, l'expérience, c'est-à-dire le contact avec la réalité, ou du moins ce qu'on peut en voir. Et puis,
Ensuite, il y a une phase théorique de constituer quelque chose qui va permettre de... à la fois, alors là, il y a plusieurs méthodes. On parle souvent de l'induction, c'est-à-dire à partir de certains phénomènes qui obéissent à certaines règles, on va généraliser. Ça, c'est la méthode inductive. Mais aussi, fondamentalement, l'intuition. Là, d'ailleurs, on a eu plusieurs conférences par Jean, d'ailleurs, sur ce thème, que certaines découvertes étaient vraiment comme des aspirations profondes. Et puis, la déduction, bien sûr, il y a une certaine logique aussi qui va s'établir. Voilà, donc ça, ce sont, on dirait, oui, les deux mamelles de la science, et ce qui différencie la science des autres façons de rechercher la connaissance et la compréhension. Alors, un autre aspect aussi, qui va faire qu'après, on va pouvoir justement élargir, aller plus loin dans un petit peu. Ça, c'est quelque chose que je partage avec Marc Alevi, ici, ce livre. Comment élargir le champ de la science, en quelque sorte. Alors, il y a eu une recherche de la connaissance, dans différents endroits, mais là, il se parle en particulier de la Chine, de l'Inde et l'Europe. L'Europe en partant de la Grèce, mais après, ça toute l'Europe. Alors, en gros, c'est un peu réducteur et simplificateur, mais en gros, la Chine est plutôt orientée vers le pourquoi, what for, donc, vers une certaine finalité, mais une finalité pratique. Donc les Chinois ont été de grands inventeurs. Trouver des nouvelles choses, comment je peux utiliser telle ou telle chose, c'est un aspect pragmatique qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui pas mal chez les Japonais aussi. Donc c'est un petit peu tout, je dirais plus tout l'extrême-orient. L'Inde, par contre, était orientée vers le pourquoi en un mot. Donc plus la causalité. Et donc il y a dans tout ce qui est philosophie indienne, etc., cette idée que le tout est une unité et qu'il faut se fondre dans cette unité. Donc pour se fondre dans cette unité, il faut connaître, accéder à cette unité. Donc c'est la recherche du fondement, la recherche de l'origine. Et l'Europe, et notamment la Grèce, est orientée davantage, c'est pas exclusif non plus, mais vers le comment, vers la modalité. Comment les choses se transforment, comment les choses évoluent. C'est-à-dire, là aussi, c'est un peu... le but, c'est d'avoir... Je dirais que les efforts des êtres humains en général vers la science avaient aussi un but pratique qui était de pouvoir prédire les choses qui allaient se passer. Le soleil qui se lève chaque matin, etc. Bon, c'est important d'observer, de savoir, oui, demain, il va y avoir de nouveau le soleil qui va se lever. Ah, mais ce n'est pas à la même heure, bon, etc. Toute une étude qui alors au début peut-être, mais après ça s'est élargi, mais a aussi un sens pratique, mais en observant le mécanisme, le fonctionnement. Et c'est là que, parce que quand on considère chez les Grecs, les scientifiques ou pré-scientifiques étaient en même temps des philosophes. Donc ils ne s'intéressaient pas que au comment, effectivement, mais ça s'est développé dans ce sens et il y a eu un mur érigé plus clairement du temps de Galilée. Alors, d'abord, alors c'était peut-être pas la seule raison, mais en tout cas, Galilée a eu des déboires avec l'Église, et bon, et son point de vue risquait d'être condamné. Il y a quelqu'un d'autre de son époque qui est Bruno Bruno, qui lui a fini sur le bûcher. Donc je pense que Galilée a voulu éviter ça. Et heureusement, il avait aussi
au départ de bonnes relations avec le pape. Oui. Ça va sauver, là. Bon. En tout cas, c'est un peu avec lui, en partie, que s'est établi un mur de séparation entre les scientifiques qui vont s'intéresser surtout au comment, et puis, bon, on laisse la religion et la philosophie s'intéresser au pourquoi en un mot, ou au pourquoi la finalité en deux mots. Mais, malgré tout, quand on regarde l'histoire de la science, pratiquement tous les scientifiques, même si ce n'était pas forcément mis en avant, avaient tous une certaine philosophie, tous une certaine conception des choses. Donc, exprimée ou pas. Et donc, ils se sont tous intéressés aux questions fondamentales. Et aujourd'hui, en plus, les frontières sont en train de davantage sauter. Pourquoi? Parce que les briques deviennent de plus en plus inaccessibles. C'est-à-dire que, bon, on avait à un moment donné, on a dit l'atome, donc en disant atome, on disait qu'il était insécable. Bon, après on s'est aperçu qu'il était constitué de particules, et puis que finalement ces particules elles-mêmes étaient constituées d'autres particules, mais auxquelles on ne pouvait pas accéder individuellement. Donc c'est ce qui fait que certains, même encore aujourd'hui, mettent en doute leur existence. Est-ce que c'est un artifice? Est-ce que c'est une réalité, etc. Bon. Donc il y a cette limite. Les limites aussi rationnelles. Aujourd'hui, on a tout un défi avec la physique quantique de voir la conception ondulatoire et la conception corpusculaire qu'on doit faire vivre ensemble et qui sont logiquement, dans notre tête en tout cas, quasiment incompatibles. Et puis tout ce qui est du domaine hors expérimentation. Plus on va vers l'infiniment petit ou l'infiniment grand, on ne peut pas faire d'expérience de laboratoire. On est obligé de faire des suppositions, et à partir de cette supposition, dire si, par exemple, l'origine de l'univers est telle et telle, ben, on a telle et telle conséquence. Bon. Donc il y a tout un cheminement où, on a parlé de cette mamelle de l'expérimentation qui devient de plus en plus difficile. On ne peut pas vraiment reconstituer le Big Bang pour voir si c'est bien comme ça que ça s'est passé. Alors on fait des expériences de collision, etc. pour essayer de retrouver certaines conditions, mais bon, c'est quand même très limité. Je n'ai pas compris, c'est quoi le nord de Galilée? La séparation justement entre le comment et le pourquoi et le pourquoi. Parce que je ne sais pas ce que Galilée a répondu. À un moment donné, il a dit les Écritures ne nous disent pas comment le ciel est fait, mais comment aller au ciel. Donc, oui, oui. Enfin, il a joué sur le sens du mot ciel. Oui. Mais il s'intéressait bien au comment. Oui, oui. Lui-même, il était un catholique et croyant. Oui, mais il a dû se limiter, même s'il avait ses propres convictions, sous l'emprise de l'Église, il a dû se limiter pour ne pas se retrouver au bûcher ou mal. Enfin, en tout cas, alors, maintenant, alors dans la... J'ai déjà parlé plusieurs fois que dans les oppositions qui existent en science, on retombe souvent sur cette opposition entre Parménide et Héraclite, c'est-à-dire qu'est-ce qui est le fondement, les entités ou les êtres, ou bien les transformations. Mais même si on parle des deux séparément, donc l'aspect fondement qui concerne plus donc, les entités ou les briques, lui-même, on a encore aujourd'hui l'idée soit qu'il y a une substance fondamentale unique, on parle de monisme, ou au contraire plusieurs substances irréductibles les unes aux autres, donc pluralisme. Et
pour la question des transformations, du changement, on a aussi deux options. Il y a une option essentialiste qui dit que même s'il y a des changements, tout revient au même. On se balade en cycle, c'est-à-dire que fondamentalement les choses ne changent pas. Le changement n'est qu'apparent. Ou au contraire, l'option existentialiste, où on dit le changement est fondamental et rien n'est jamais comme avant. L'option essentialiste, c'est celle de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Oui, entre autres. Et d'ailleurs, on va en reparler. Alors, ça donne quatre options au total en théorie, en combinant les quatre. En théorie, parce qu'après, on la pratique. Donc, une option moniste essentialiste. Donc, ça, c'est vraiment l'option de Parménide, en quelque sorte. Une option moniste existentialiste. Alors, c'est cette option que Marc Alevi défend. Donc, il pense de tout, on vit dans un univers où le tout est une unité, fondamentalement. Mais il y a une évolution qui de ce fait, n'est pas forcément, justement, prédictible, en tout cas pas pleinement prédictible, parce qu'il y a des choses qui émergent qu'on ne peut pas... Il échappe, il va montrer qu'il veut que cet univers échappe au déterminisme. En fait. Une option pluraliste essentialiste, donc selon Marc Alevi, cette option est celle, et je le crois volontiers, de la physique actuelle, c'est-à-dire qu'on a bien sûr un nombre le plus réduit possible d'éléments de base, et bien, la science actuelle se base sur des notions d'invariance, donc les principes de conservation de l'énergie, conservation de la charge, etc. Donc ça, c'est une option essentialiste. Et quatrièmement, une option pluraliste existentialiste. Alors, il dit, et là je suis d'accord avec lui, que là on ne peut plus vraiment faire de science. Parce que s'il n'y a pas d'unité ni dans les éléments, ni dans la façon, ou quelque chose qu'on puisse, d'invariant dans la façon dont les choses évoluent, c'est très difficile de trouver des lois, des choses. Donc à la limite, il dit, même si c'est la réalité de notre monde, ça ne sert à rien d'explorer cette piste. Voilà, donc selon Marc Alevi, seules les options 2 et 3 sont viables. La physique actuelle correspond à l'option 3. Alors, bon, mais j'y reviendrai plus tard sur. Alors, oui, sa vision de la physique classique, là je cite carrément une phrase de son livre. Puisque la physique classique recherche les structures profondes du réel selon les métaphysiques de l'être, ces structures devront être des invariants. Ce seront les lois et constantes universelles et élémentaires de l'univers. Ce seront les briques élémentaires ultimes dont tout est censé être composé. Ce seront les forces élémentaires censées être 4 selon les modèles standards de notre époque. Et après, il décrit justement les forces standards. Donc, c'est un peu ça que j'ai repris dans la définition de la science, le fait que la science est à la recherche des entités, des briques de base d'éléments, des relations entre elles, donc des forces qui existent. Et puis là, il parle spécifiquement de la physique, c'est pour ça qu'on parle de force. On peut parler plus généralement de relations lorsqu'on parle dans d'autres domaines scientifiques. Et puis, ces lois et ces constantes universelles qui vont régir comment ça se passe entre les briques et
et leur béton, on va dire, la façon dont elles s'agencent. Voilà, donc juste pour rappel, les 4 interactions fondamentales. Il y en a une cinquième. C'est Avec la force de Casimir. Ah, parce que ces interactions fondamentales supposent que l'espace est vide. Alors, les corps interagissent, alors que l'espace étant en fait occupé par le vacuum subquantique, la polarisation du vide donne une cinquième force, qui est la force de Casimir, qui est d'ailleurs responsable de la stabilité de l'électron. Sinon, l'électron exploserait. Enfin, elle est moins connue, elle est plus récente. Alors, les briques de l'univers, là, toujours dans la physique actuelle, donc on a les constituants de la matière, avec les quarks, les leptons, et puis tous les bosons, donc à gauche les fermions, ce qu'on appelle les fermions. Pour me rappeler, moi je me dis, ça c'est ce qui constitue la matière ferme. Ça vient de Fermi, je crois, quand on dit fermion. Mais c'est toujours un moyen pour moi de me rappeler, les fermions c'est la matière ferme, les bosons c'est le reste. Et donc, qu'est-ce qu'il mentionne? Oui, il mentionne déjà le boson de Higgs. Alors, donc, il y a les briques de la matière, constituants, les interactions, le concept de symétrie, la brisure de symétrie, alors ça intervient dans l'évolution, mais je ne vais pas aller dans ce genre de détails aujourd'hui, c'est juste pour faire un panorama. Et les lois qui ont une histoire, c'est-à-dire que même les lois, le fait que on sait plus ou moins aujourd'hui que les forces telles qu'elles sont aujourd'hui se sont constituées au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas là telles qu'elles sont aujourd'hui depuis le début. Mais par contre, après, depuis, il semblerait, on va rester prudent, qu'il y ait une certaine stabilité. Alors, et maintenant, on va se pencher sur, justement, d'une part, les concepts de base de la physique actuelle, ou de la science actuelle, même plus largement. Alors, on reste plus dans les sciences dures. Et les concepts que Marc Avellévi veut apporter. Et donc, je vais expliquer un petit peu comment lui le voit, comment il voit la physique classique, comment lui les voit, et puis j'ajouterai mon petit grain de sel. Et ça sera peut-être une base intéressante après pour la discussion. La dernière phrase, tout est émergent en lui et de lui, ça me fait penser au rituel de la messe. Ah oui. On voit l'évangile de Jean d'ailleurs. Alors, donc matérialisme. Alors au départ, en philosophie, on a deux grandes tendances, matérialisme ou idéalisme. C'est-à-dire toute son origine dans la matière, ou aujourd'hui ceux qui sont dits matérialistes, on élargit ça à la notion d'énergie, puisqu'on sait que c'est pas forcément... Mais en tout cas, il n'y a rien au-delà des choses matérielles. Et puis l'idéalisme qui dit que tout est au contraire bien de quelque chose de plus spirituel ou intérieur. Et donc lui se pose la question d'une troisième voie. On découvre en fait son point de vue, il s'oppose à l'idée du Dieu personnel et transcendant. Donc il voit les choses plutôt un peu comme Spinoza, je dirais, à la façon panthéiste en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est la nature en quelque sorte, ce qu'on peut dire, en elle-même, qui a un potentiel en elle-même et qui évolue par elle-même. C'est pour ça que là il dit tout émergent en lui et de lui. Donc cette émergence ne sort pas de l'origine, en quelque sorte, elle est contenue dans l'origine. Même si c'est quelque chose qui émerge, ce n'est pas quelque chose qui est en dehors.
Alors, oui, et alors, bon, à cette origine, il a du mal à trouver un nom. Alors, il a du mal à trouver un nom. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'au sens actuel qu'on donne, là, il cite par exemple esprit, âme ou vie, mais tout le monde n'a pas le même concept derrière ces trois mots. Mais en fait, pour lui, c'est ça, c'est cet aspect qui... Alors on va parler de vitalisme ou d'animisme ou pas spiritisme parce que ça c'est mais de spiritualité. Voilà, tout ce qui peut guider les choses de l'intérieur en quelque sorte. Alors, mon critique, ce que je dirais sur cette voie, déjà que ça n'est pas tellement différent de l'idéalisme, à part que ça se situe dans un même cadre, il y a l'aspect immanent. C'est à voir que c'est purement immanent, ce qui peut le faire différencier de l'idéalisme. Moi, je considérerait que... alors, voilà, lui d'ailleurs, dans son livre, il donne comme titre « Matérialisme contre philosophisme ». Et moi, volontairement, je n'ai pas mis « contre », j'ai dit « mais ». Pourquoi? Parce que je considère que à l'origine, on a les deux aspects. On a un aspect plus intérieur, et on a un aspect, on va pas dire matériel, mais énergétique, en quelque sorte. Mais c'est une énergie qui a besoin d'être dirigée. Et ilozoïsme? Alors oui, alors ilozoïsme, zo c'est la vie, ilo c'est le bois. Donc on peut dire c'est la même, en quelque sorte ça exprime que même ce qui est matériel a comme essence la vie en quelque sorte. Il y a une vie dans tout ce qui... donc c'est un aspect animiste. Donc il veut considérer qu'en toute chose, il y a quelque chose au-delà de la matière, qu'on appelle la vie, l'âme ou l'esprit. C'est ce que disait Pasteur au XIXe siècle. Ouais. Il se demandait si en réalité l'univers n'était pas la vie et que la matière était une sorte de dégradation de la vie universelle. Pasteur. Ah oui, alors justement, c'est ce point-là, il mentionne, je ne crois pas qu'il mentionne spécifiquement Pasteur, mais il a un peu tendance à considérer que la matière, ce sont les scories, les scories de la vie. C'était Pasteur. Et c'est sur ce point-là que moi, je ne suis pas d'accord. Je ne connais pas le terme scorie. Ah, scories, c'est les déchets. Je crois que peut-être c'est même plus spécifique de ce qui a brûlé. Quoi. Les scories, c'est ce qui reste quand les choses ont brûlé, je crois. Alors, donc, deuxième grande confrontation, analycisme et holisme. Donc, ah oui, aussi, je n'ai pas mentionné, mais dans le... Dans le matérialisme et l'iliozoïsme, il met comme représentant du matérialisme, alors je ne sais pas si c'est bien choisi, mais bon, il met comme représentant Galilée, et l'iliozoïsme, il met Sheldrake. Sheldrake. Moi, j'ai dû lire un livre de lui qui parle des champs morphiques. Donc, il considère que la vie est quelque chose comme un champ, et puis quand il y a la matière qui est là, voilà, et des ondes, ça vient, ça vient créer. Voilà. Et donc, tout existe de cette façon-là, tous des champs morphiques qui vont donner la forme et le développement des choses. Analycisme et holisme, là, il va mettre du côté de l'analycisme Descartes. Bon, alors ça, t'as rien à dire. Et du côté de l'holisme, il va mettre Bergson.
Alors, Excuse-moi, tu sais, oui. il y a un terme classique pour analytisme, c'est un néologisme. Il y a un terme courant, c'est réductionnisme simplement. Alors, il va l'utiliser, donc il donne un... Alors, quelquefois c'est des nuances, mais... Donc il a créé de nouveaux termes parce que... ouais, parce qu'il utilise déjà les anciens. Mais j'ai remarqué quand j'ai tapé ça, après sur Internet, on me disait que je faisais une faute d'orthographe. Le correcteur d'orthographe n'était pas content. Alors... Donc ça n'existe pas encore officiellement. Analysis, non. Holisme, oui, je crois. Non, mais réductionnisme, ça veut dire... Oui, réductionnisme, ça existe. Mais c'est encore... On va voir qu'il y a des nuances. Il va l'opposer à émergentisme, le réductionnisme. Ah, oui. Donc, analysis, c'est simplement le fait de décomposer. Et donc, je dirais, si je résumais, c'est de dire que le tout est égal à la somme de ses parties. Donc, alors effectivement, bon, Descartes mettait à part justement l'être humain, parce qu'il ne voulait pas le considérer comme une machine. Il parle aussi du mécanicisme, c'est encore autre. Mais même les animaux, Descartes considérait que c'était comme des mécaniques. Ils suivaient les lois purement déterministes, en quelque sorte. Alors, c'est le domaine de la conservation, de l'additivité, donc 1 plus 1 égale 2, pas égal à 3, et de la réversibilité aussi. Toutes choses, en fait, qui sont, aujourd'hui, on sait que c'est plus vraiment exact. Alors, ça marche dans un certain nombre de domaines, de cas, mais on ne peut pas aller au-delà. Et c'est ça, d'ailleurs, c'est une difficulté pour la science, parce que si on ne peut pas dire que 1 plus 1 égale 2, il faut expliquer comment 1 plus 1 peut faire plus de 2. Il faut trouver une règle ou une loi, et ce n'est pas toujours facile. Donc le tout n'est pas égal. Et puis la notion d'irréversibilité, et alors lui, en tant que justement que disciple de Prigogine, il considère que cette irréversibilité, elle n'est pas simplement due à l'entropie, c'est-à-dire au fait en quelque sorte, la dégradation de l'énergie, mais il parle de négantropie, ou on parle souvent d'enthalpie, moi je connaissais plus le terme enthalpie, mais bon, peu importe, c'est l'opposé. C'est autre chose, L'enthalpie, ça n'a rien à voir avec la négantropie. C'est lié, mais c'est pas... C'est un autre concept. C'est plus compliqué que ça quand même. Ah d'accord. En tout cas, quand l'entropie croît, l'enthalpie décroît. L'enthalpie libre. Comment? L'enthalpie libre. Libre. Ah voilà. Parce qu'il y a, Okay. on a 5 potentiels en Oui, termes. oui, ok. D'accord. J'ai compris. Alors, donc il parle de négantropie. Bon, bien sûr, ça veut dire par exemple justement notamment dans les êtres vivants. Alors ça se fait par échange, mais il y a une certaine négantropie qui se développe. Ça permet la vie. Ensuite, il parle de mécanicisme et organicisme. Donc la notion de mécanicisme, on retrouve un peu ici la notion du dieu horloger. Donc là, pour le mécanicisme, il cite Newton, bon, toutes les lois de façon moderne. Et donc, qui dit mécanicisme, on va voir après, on parlera aussi entraîne automatiquement déterminisme. Quand les choses sont mécaniques, ouais, forcément, ça suit des lois déterministes. Alors, oui, mais le mécanicisme, donc, ne tient pas compte des différentes causalités au sens d'Aristote. Aristote qui parlait de 4 causalités. Et donc, même en employant justement l'image mécanique, dans la réalité, alors là il parle appliqué directement à la nature, pas en ce que l'homme a créé, mais quand l'homme crée quelque chose de mécanique, c'est-à-dire il y a une intelligence qu'il a créé avec un but, qu'il a construit avec un but, et donc qui a un plan, il y a un objectif
il y a un plan, il y a des éléments, et 1, 2, 3, 4, et une finalité. Donc, dans ce sens, voilà, organicisme pour lui, aussi un néologisme, il considère que l'univers est comme un vaste organisme. Voilà, et donc, et alors, du coup, cet organisme représente à la fois la vie, bien sûr, mais l'aspect holistique. D'ailleurs, ce qu'on retrouve justement normalement dans un être vivant, c'est-à-dire que nous sommes un être vivant, c'est-à-dire que nous avons différentes parties, mais ces différentes parties convergent, travaillent ensemble, donc il y a un aspect, pour qu'il puisse y avoir une véritable vie, il faut qu'il y ait ce côté holistique. Voilà, réductionnisme et émergentisme. Donc, réductionnisme, bon, il donne une définition un peu plus longue, là j'ai mis juste quelques mots comme ça, mais c'est l'idée qu'il y a un minimum de briques, ou peu de briques, et peu de force, et aussi peu de lois, et tout se ramène à ça. Alors que son point de vue, c'est que tout est émergence. Donc là, ce qu'il entend lui aussi par émergence, c'est qu'il peut surgir des choses qui sont là. Alors il ne dit pas que ça n'est pas là potentiellement, mais en tout cas, ça n'est pas là à la base, quand il y a l'émergence. C'est l'idée que 1 plus 1 peut faire plus que 2, mais aussi que cette émergence, alors son point de vue à lui, cette émergence n'est pas dirigée. C'est-à-dire c'est quelque chose qui va se faire spontanément selon les circonstances, mais sans être dirigée, elle a un objectif qui est le mieux-être en quelque sorte. Le tout n'est pas la somme des parties, c'est ça. Oui, tout à fait. Oui. Mais si le tout n'est pas la somme des parties, c'est dû à des lois internes. C'est pas quelque chose qui vient en plus. Oui, c'est là que, bon, il peut y avoir différents points de vue, effectivement. Lui, il dit que ça ne vient pas forcément de lois déjà existantes. Parce qu'il voit les lois elles-mêmes comme émergentes, en fait. C'est ça, c'est son point de vue. Hein. Justement, je ne suis pas d'accord avec lui là-dessus. Mais... Alors, oui, il dit tout est émergence, il prend des exemples. Il prend l'exemple du sel. C'est des exemples d'ailleurs que je prends moi-même souvent, mais pas tout à fait de la même façon. Et du sel, donc il dit on a le sodium qui, si on le met dans l'eau, ça va faire des étincelles de partout. On a le chlore qui est extrêmement agressif, mais on les met ensemble et ça donne du sel qui est quelque chose qui est très important pour la vie. Moi je fais la même chose en parlant de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'eau. Mais, par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'il a l'air de dire c'est pratiquement, il s'agit de quelque chose de nouveau qui n'est pas inclus dans l'ancien, mais c'est un petit peu comme ça dire ça n'a rien à voir avec les constituants. Moi, je dis non, parce que on ne peut pas faire du sel avec autre chose que Na et Cl. Je suis d'accord avec toi. Et il prend alors l'autre exemple qu'il prend, c'est sur le carbone, et il prend l'exemple du diamant et du graphite. Alors, donc là, on a le même élément, mais avec un comportement très différent à cause d'une structure très différente. Mais là aussi, ce qui est possible avec le carbone ne serait pas possible avec autre chose. Il y a un autre exemple, c'est un atome de métal, par exemple l'aluminium. Tu en mets 2, 3, 4, ça fait un petit agrégat, ça s'étudie des agrégats. Tu en mets des milliards, ça fait un morceau d'aluminium qui a des propriétés métalliques. C'est comment dirais-je, le paradoxe du tas de sable, hein, c'est connu depuis les Grecs. Un grain de sable, c'est pas un tas, 1 million de grains de sable, c'est un tas. À partir de quel moment commence le tas? Et là, ça s'étudie. Hein.
dans des laboratoires, à partir de quel moment se fait la transition entre les propriétés de l'atome métal et du métal, du bulk métal, hein, c'est-à-dire voilà. Des propriétés métalliques. Il y a des situations intermédiaires qui sont ce qu'on appelle les agrégats plus ou moins grands. Et alors, pour reprendre son exemple sur le diamant et le graphite, en tout cas, ils ont quand même des points communs, parce que si on les met dans le feu, tous les deux brûlent très bien. Parce que c'est du carbone pur. Donc voilà, pour dire que, à mon avis, quand il dit que tout est émergence, c'est un petit peu poussé. Et beaucoup de choses sont émergentes, c'est pas de problème. Alors après, il parle de déterminisme et théologisme. Téléologisme. Ah oui, réductionnisme contre émergentisme, là il oppose Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, tu as mentionné tout à l'heure, et Prigogine, justement, avec ce qu'il appelle les structures dissipatives. Alors, toutes les théories de Prigogine, c'est quelque chose qui est en marche, c'est encore ni prouvé ni infirmé, donc c'est à voir. Déterminisme, alors c'est vrai que là on n'a pas de mal à se dire que même dans notre physique d'aujourd'hui, le déterminisme n'est plus considéré comme quelque chose d'absolu. Mais là quand même, le déterminisme joue quand même un rôle important. C'est ce qui fait qu'on va... Heureusement qu'il y a un certain déterminisme, parce que sinon on ne pourrait rien prédire. Il faut qu'à un certain niveau, il y ait... Donc même si au niveau microscopique, il n'y a plus de déterminisme, mais, voilà, un exemple tout bête, un pont qui a une certaine structure, heureusement que ces éléments ne vont pas partir dans tous les sens, et qu'il va y avoir un certain déterminisme dans sa solidité et la façon dont il est construit. Maintenant, c'est vrai que selon le type d'entité dont on parle, ce sera plus ou moins le cas. Alors, donc oui, même en physique classique, ça c'est ce qu'avait... Oh mince, j'ai un trou. Notre ami du chef. Celui qui a parlé de la... Poincaré. Poincaré. Là, je commence à perdre la mémoire. Non, tu l'as la mémoire, c'est l'accès que tu as perdu. C'est là que c'est C'est pas la mémoire. Oui, je suis encore capable de reconnaître quand tu me dis que c'est le bon moment. Alors, oui, c'est un problème en physique classique, on n'a même pas besoin d'être en physique classique qu'avec ce problème des trois corps, et dans l'univers, il y a beaucoup plus que trois corps qui sont en relation. Alors, vu les distances, parfois, ça ne joue pas un rôle énorme, mais quand même. Donc, on est souvent bien en peine de pouvoir déterminer les choses à l'avance, en tout cas, dans le domaine astronomique, sur une période suffisamment longue. Il y a une chose que je ne comprends pas. Bon, je connais ce problème. Il y a peut-être que Christian a des lumières là-dessus. Les lois de Newton étant ce qu'elles sont, on peut dire d'Einstein si on veut, on arrive actuellement à prédire exactement, je veux dire, en quelle année se produira telle éclipse, si tel ou tel, je veux dire, astéroïde va frapper la Terre, etc. On arrive à prédire exactement. Bon, c'est pour ça qu'on peut envoyer des fusées sur Mars, etc. Mais, bon, il n'y a pas 3 mois, il y en a 36. Et pourtant, il y a quelque chose qui ressemble, comment dirais-je, tu sais, à la parabole du papillon, là. Hein. Oui. Il y a quelque chose. Alors, je ne sais pas comment ça se goupille. L'effet papillon. Voilà. C'est quoi le papillon? L'effet papillon. L'effet papillon. C'est-à-dire que le battement d'aile d'un papillon à un endroit peut changer le climat à un autre endroit. Mais ça, oui, ça c'est dû
Oui. Quand on a des équations non linéaires, là, là Oui, oui. on a... Voilà, mais- voilà. Là, C'est pour ça, à partir de 3 corps. Poincaré a bien étudié ça. Ça s'appelle la sensibilité aux conditions initiales. Non, mais attends, là, je suis d'accord. Oui, mais c'est ça. Mais non, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que La comment réponse, c'est ce problème des 3 corps Ouais. est compatible avec le fait qu'on peut prédire exactement, avec non pas 3 mais 36 corps. On Ah, peut prédire dans une certaine marge. Oui, une certaine marge, oui, il a raison. Oui. Il a raison. Ouais. L'essentiel, c'est le temps de divergence. Voilà, voilà. Ouais. Le temps de divergence est très, très faible en météo. Le temps de divergence, c'est une semaine, Oui, une semaine. à peu près. Non, parce qu'en météo, on n'a pas les données exactes, il y a des petites. Non, Mais non, en mais astronomie, même si on ouais. les avait, On sait ce qui se passe depuis des Non, mais millénaires. en astronomie, on a le même problème comme météo. Sauf que Mais c'est pas la semaine mais c'est l'échelle ou de l'année temps qui près. change. Voilà, c'est C'est l'échelle l'échelle de de temps qui n'est plus du tout la même. en La astronomie, quantité en de- astronomie, La particule n'est pas la même. bon, je peux le dire en météo. Allez, vas-y, En Christian. astronomie, le temps de divergence est de l'ordre de 100 millions d'années. Voilà. Donc, si vous faites des prévisions pour dans 50 ans, ça sera très bon. Ouais. Mais pour l'origine du système solaire, ça, Ça, on ne sait pas. Et comment ça se calcule le temps de divergence? non, ça s'observe. Ça se modélise. Non, mais je veux dire, dans ce cas. Ça se simule. Non, attends, dans ce cas, comment on peut savoir ce qui s'est passé il y a 13,8 milliards d'années? Bon, je veux dire, si vraiment le temps de divergence est de cet ordre, Oui. on ne peut absolument pas remonter au-delà d'un million d'années, disons. Parce qu'on a des relais d'observation Ah. astronomique Ouais. entre les temps proches et les temps à compter en milliards d'années. C'est-à-dire qu'il y a, Parce que- il y a voilà, des relais qui parce que- permettent de corriger la Parce que la vitesse de la lumière est finie, c'est ce qui permet C'est parce qu'on regarde d'obtenir- quelque chose qui voilà. est dans le passé, Voilà. dans le passé lointain. On a un relais d'observation de distance en distance de plus en plus grand. Donc, finalement, la réponse à ma question, c'est premièrement, il y a une question de temps de divergence qui n'est pas le Oui. même en météorologie et en astronomie. Et deuxièmement, il y a une question de, comment tu dis, de relais de... Sensibilité aux conditions Non, initiales. mais de relais, ça je Oui. sais. Comment- Des observations relais, Ah oui, d'observation relais, ouais, c'est ça. en particulier la mesure des distances. J'attends toujours qu'est-ce que c'est les problèmes des 3 corps. Alors, Mais alors, attends, Non, il y a un autre problème. non, alors là, juste pour répondre, là, c'est en astronomie, de façon générale, mais bon, ça se pose plus en astronomie qu'ailleurs. Lorsqu'il y a 2 corps en gravitation, c'est pas compliqué les équations, Très bien. mais à partir du moment où il y a un 3e corps, Terminé. tout devient non Le linéaire. problème, le problème de 2 corps est intégrable, le Oui. problème de 3 corps ne l'est pas. C'est tout. Non, mais tu viens de dire qu'il y a un temps de divergence qui est de l'ordre de plusieurs millions d'années. Donc, Dans le système solaire. Ouais. dans le système solaire. Ouais. Et Plus le système est grand, et dans plus la- son distance non, de attends. divergence est élevée. Non, mais attends, dans l'atome, on a le noyau qui comprend plusieurs particules. Après ça, c'est un temps de divergence minuscule. Allez. Plus Minuscule. Plus les effets quantiques. Oui, c'est-à-dire Qui qu'il y a le bouleversent radicalement la Voilà, situation. c'est-à-dire qu'il y a le principe de la certitude aussi. Oui, c'est Oui, ça. tout à fait. Dans ce cas-là, si je puis me permettre, ce n'est pas une indétermination, c'est une incertitude. C'est une Non, mais incertitude. c'est ça, exactement, c'est ce que j'allais dire. L'incertitude quantique et classique ne sont pas les Non, mêmes. mais c'est pas une Les détermination, phénomènes donc, dépendent de l'échelle. Les échelles microscopiques, ordinaires, géographiques, astronomiques, Oui. cosmologiques, etc. Cosmologique, oui. Les phénomènes sont emboîtés les uns dans les autres. Oui. Hein, les éléments statistiques d'une échelle deviennent les éléments de base de l'échelle supérieure. Hein, on ne sait pas le mouvement des particules, mais on utilise la notion de pression et de température. Hein, et À une ainsi de échelle suite. supérieure. Et alors, à chaque échelle, le temps de divergence est plus élevé. Mais alors, comment tu calcules le temps de divergence? Parce que tu as dit... Mais je ne le calcule pas, je Il se le mesure. J'observe. Ah, ça s'observe. Ça s'observe, ça se mesure. Mais ça devrait pouvoir se calculer aussi. S'il y a Ça des devrait Très pas difficilement. calculer. C'est la divergence avec les calculs qu'on observe. je dirais. Très difficilement. On prévoit d'observer tel astre ou à tel endroit, enfin, Oui, oui, c'est ça. et puis en réalité, il y a une légère.
Par exemple, le périhélie de Mercure, on croyait que c'était n'importe quoi et ça a été expliqué par la relativité générale. Oui, Donc il n'y a pas de. Là, on aurait pu croire que c'est aussi. Bon, on avait cru que c'était un astre Oui. entre le Soleil et Mercure. Voilà, exactement. Vulcain. Parce que ça avait été le cas dans d'autres. Pour revenir à la météo, bon, on ne peut pas prédire plus d'une semaine ou deux, on pourrait éventuellement prédire plusieurs mois, et il faudra des ordinateurs quantiques. Les quantités de particules sont considérables. Considérables. Parce qu'il faut augmenter la précision des entrées données dans le logiciel. Chaque particule dans Sensibilité au dans produit initial, c'est ça. Hein. Voilà. Non, mais attends, quelle est la loi de variation de la sensibilité aux conditions initiales? C'est exponentielle? Elle est exponentielle. Linéaire? Elle est exponentielle. Bah alors, à ce moment-là, il n'y a aucun espoir. Bon, c'est Ah, c'est pas la peine de construire les ordinateurs quantiques. Oui, ça sera possible. Très difficile. Au lieu d'une semaine ou deux, on pourra 6 mois. Oui, c'est. Ou un an. Mais il Non, faudra- ça, tu as vraiment un espoir. Disons que pour aller 2 fois plus loin, il faut 4 fois plus de. Oui. Non, 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 Ouais. c'est pas comme ça. C'est beaucoup plus de 4. Encore beaucoup plus, d'accord. C'est beaucoup plus fort. Oui, non, non. Un beau modèle, Si c'est on billard. arrive à 15 Oui, jours, non, ça va. C'est sera billard. déjà très bien. Non, mais pourtant, Mais 6 mois, c'est hors de portée. pourtant. Ok, j'ai encore quelques diapos. Non, mais Oui, attends, on peut après pourtant, relancer un le- seul mot. Oui, bon. C'est un peu une blague, c'est un peu une blague que je place au milieu. Pourtant, Saint Jean a pu prévoir l'apocalypse nucléaire qui se prépare. Selon Biden. Alors, Le pont de Crimée vient d'être bombardé. lui, À l'instant. du Le pont de fait, Kerch, oui, il a sauté. Le pont de Crimée. du fait qu'il a parlé d'émergentisme, et la façon dont il conçoit l'émergentisme, son téléologisme, est différent du finalisme. Parce que justement, il parle d'une amélioration ou d'un développement de l'entéléchie. Autrement dit, de ce que chacun peut espérer. Alors, sauf que souvent on parle d'entéléchie comme l'accomplissement, de l'aboutissement de ses propres capacités, de son potentiel, sauf que là, à travers l'émergentisme, il ne voit pas de limite. Voilà. D'ailleurs, voilà, ce qu'il dit aussi, c'est que sa conception s'oppose au finalisme, dans le sens, dans le finalisme, il y a un objectif précis, et une fois qu'on l'a atteint, ben, il est atteint. Tandis que lui, dans sa version émergentiste, il y a toujours possibilité d'aller au-delà et de créer quelque chose de nouveau et de faire quelque chose de nouveau. Parce que c'est pas Ça, statique, ça, il y a un échange. Alors, la dernière opposition. C'est beaucoup d'isme. Oui, C'est très français, ça. Hein. oui, oui. Hasardisme. Alors, ça n'existe pas non plus. Ah, il l'a inventé. Oui, oui, oui. Et intentionnalisme. Alors, hasardisme, tout est contingent. Alors, ça, c'est un peu à l'extrême, mais j'ai parlé parfois dans mes conférences du dieu hasard, qu'on met un peu à toutes les sauces. Et donc, voilà. L'intentionnalisme, alors là aussi, il décortique le mot intention, qui dit tension intérieure, comme une tension intérieure. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de désir, mais qui n'a pas forcément un objectif précis. Comme l'aspiration tout simplement à plus de bonheur, à plus de plénitude. C'est assez, on peut dire, peut-être dans l'esprit bouddhiste, même s'il diverge du bouddhisme sur d'autres aspects. Mais voilà, donc cet intentionnalisme, il est la cause de tout. C'est lui qui va engendrer l'activité, et donc, selon lui, toujours, c'est cette activité qui va engendrer le temps. On la mesure du temps. Si on est heureux, c'est. Oui, non, mais là, alors, et alors il dit, parce que c'est un petit peu l'idée, s'il n'y a pas une direction qui est donnée par avance, qui vient de l'origine, on a un développement, comme il dit, par essai et par erreur. C'est-à-dire, on peut parfois s'engager dans certaines pistes, puis ça ne marche pas, et une autre, bon. Et que la nature ferait
procéderait de cette façon-là. Alors là aussi, je pense que c'est vrai d'une certaine façon, dans certains cas, mais moi j'éviterais de généraliser ce concept, de dire que c'est ça qui est la cause de tout. Donc, oui, donc ma critique c'est les limites, c'est-à-dire que en fait, il y a dans tout, il y a en dehors de cet intentionnalisme, pourquoi pas, oui, mais il y a aussi une part de hasard. Il y a toujours une part de hasard. Il y a une part de déterminisme, parce qu'on ne peut pas éliminer complètement la notion de déterminisme. Et il y a une part de finalité aussi, la recherche d'un objectif précis, etc. Voilà, donc sinon c'est intéressant d'ajouter ce concept. Mais moi je l'ajouterais aux choses déjà existantes plutôt que d'en faire l'essentiel. Didier, si tu me permets, Oui. le formalisme de Feynman, qui permet par exemple d'expliquer comment les équations déterministes de Hamilton mènent au principe finaliste de Hamilton et du mot poursuite, font jouer justement le déterminisme, le hasard, pour Oui. aboutir à la finalité. Oui, oui, oui. C'est le déterminisme jouant sur le hasard qui aboutit à la finalité. Donc, c'est un problème résolu en électrodynamique quantique et également en mécanique classique, en optique, etc. Résolu sur le plan mathématique. Pour les trois, c'est un point qui vient dans mon esprit. Mais quel est le critère que c'est un essai et une erreur? Que c'est un échec, que c'est une réussite ou une erreur? C'est qui donne le critère? Donc il y a un finaliste, il y a une idée, Oui. un personnage. Alors il parle là, parce que si je vais dans tous les détails du livre, on est là encore demain, mais il parle effectivement de l'intentionnalisme global, donc du tout, et aussi de l'intentionnalisme de chaque entité. Et qu'il peut même y avoir des conflits entre les deux. Mais que globalement, il y a la recherche de comment on peut agencer les choses de façon à ce que chaque entité trouve son compte, en quelque sorte. C'est comme ça qu'il détermine les choses. Voilà, alors, voilà, l'existence, un jeu d'essai d'erreur. Je remets ce schéma que je vous ai déjà montré. Est-ce que c'était comme ça? C'est l'image de... Ah, c'est Dieu qui parle. Oui, c'est Dieu qui souffle dans un ballon, et puis le ballon, il éclate. C'est l'expansion de l'univers. Voilà. Ok, je vais recommencer avec un autre, mais je vais plus doucement vers la fin. Ben, le ballon, c'est l'homme. Hein. Dieu insuffla son souffle dans ses narines, etc. Mais mon curé leur a dit, il faut être gonflé pour faire une image pareille. Alors, on approche c'est l'avant-dernière, c'est l'avant-dernière de la couche, je crois. Donc après je termine et puis après on va entrer vraiment dans la discussion. Alors, voilà. Donc il définit à la fin, ou il essaye de définir, 4 termes: cosmos, matière, vie et esprit. Donc, si je résume un peu, c'est très réducteur, hein, mon résumé. Hein. Sa vision, il parle d'un univers cumulatif, c'est-à-dire que justement, il dit que les choses, par rapport au temps, il dit on construit sur le passé ne disparaît pas. Il est toujours là sous-jacent, il y a l'effet de mémorisation, etc. Et donc, on est sur la couche, il y a une couche actuelle, mais qui repose sur toutes les couches du passé. C'est pour ça qu'il parle de quelque chose de cumulatif. Il y a des gens qui parlent des archives akashiques de l'univers. Tout ce qu'on ouais, fait est inscrit quelque part. Les archives, comment tu dis? Akashiques. Les archives akashiques. A-C-A-C-H-I ou Y. Quoi? Archives akashiques De l'univers. Il y a quoi, Akashi? Si je lève mon étui, l'univers l'inscrit quelque part et ça induira des changements éventuels, ultérieurs, par l'effet papillon peut-être. Voilà. Après, donc, il parle des différentes visions qui existent. Donc,
sur la nature de la matière, donc quatre thèses s'affrontent. Donc, matière substantielle, donc ça c'est ce qu'on avait avant, une substance qu'on peut diviser en quelque sorte à l'infini, mais c'est toujours la même chose, ou corpusculaire, donc les atomes, les particules, etc., ou ondulatoire, ou imaginaire. Alors, parce qu'en fait, finalement, à la fin, on ne peut plus décrire les choses ni par des corpuscules, ni par des ondes, mais ce sont des simples calculs mathématiques. Et donc, c'est quelque chose d'abstrait, donc qui a des effets dans le concret, mais qui n'a pas... il dit, bon, peut-être un mélange des quatre. Voilà. Et sur la vie, trois visions. Une vision matérialiste, bon, ça c'est le point de vue, c'est-à-dire la vie a émergé de la matière, ce qui pose d'ailleurs des problèmes, parce que le matérialisme n'est pas très compatible avec l'émergence. Mais ça peut être, comme tu le mentionnais, l'idée de quantité. Quand des quantités s'ajoutent, il y a des effets nouveaux qui viennent. C'est comme ça que je pense défendre l'idée des matérialistes. L'aspect vitaliste, c'est-à-dire les forces vitales, ça c'est un peu comme disait Bergson ici, et l'aspect organiciste, c'est-à-dire toute une structure, une organisation qui est en même temps holistique. Et alors, ce qu'il appelle l'esprit à la fin, il le redéfinit, il le différencie de la notion d'esprit en religion, mais qui est en quelque sorte tout ce qui est de là, puisque bon, au départ, il n'y a pas de matière ou quelque chose comme ça, et donc tout est... D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que l'esprit, dans le sens de l'esprit humain, ou des choses vraiment du domaine spirituel, il dit que de la matière a émergé la vie, de la vie a émergé l'esprit. Mais à l'origine, il y a cet esprit, entre guillemets, dont lui même a du mal à trouver quel peut être le mot exact, le mot juste, c'est pour ça qu'il dit esprit ou âme, oui, qui est pratiquement tout ce qui est au-delà des choses purement matérielles, et surtout qui contient cette intention de toujours aller vers plus d'achèvement, plus de plénitude. C'est l'idée de Jean Charron. Pour Jean Charron, l'électron lui-même a un esprit et s'enrichit en passant par différents organismes. Ouais. Alors, je termine Ça, c'est un par quelque chose qui n'est ni de moi ni de Marc Alévi. Voilà, un autre point de vue. Alors, c'est l'idée que, à l'origine, alors qu'on appelle ça Dieu ou esprit ou peu importe, mais qu'il y a dans chaque entité un côté intérieur et un côté extérieur. Et donc, à chaque échelon s'ajoute un aspect intérieur et un aspect extérieur. Donc, au niveau de la matière, on a les molécules, atomes et particules qui ont des caractéristiques physico-chimiques, donc qui obéissent à certaines règles, de par leur structure. C'est là que d'ailleurs, c'est là quelquefois il y a un problème de langue. Bon, je ne sais pas si c'est en français ou dans d'autres langues aussi, parce que là je mets nature intérieure, forme extérieure, mais en fait, dans le cas des molécules, dans tout le reste aussi, c'est aussi la forme ou la structure qui va faire qu'il y a des propriétés différentes. Ce n'est pas la quantité de matière, la quantité de cellules, etc., mais c'est la structure, l'agencement, donc la façon dont elles sont formées. Et donc là, on retrouve l'idée de... alors c'était ilé, c'est la matière, et eidos, qui veut dire aussi bien idée que forme d'ailleurs, en grec. Donc là,
la nature intérieure correspond au eidos. Et la forme extérieure correspond à ilé. Mais donc c'est l'apparence, on va dire la forme extérieure ici, c'est seulement l'apparence. Alors au niveau des êtres... Inos, c'est la matière. Hein. Comment? Inos en grec. Oui, c'est la matière. Et l'esprit, c'est pneuma. Pneuma, c'est ça. Il y avait les idiques, les matériels et les matériels, et les pneumatiques, c'est-à-dire les spirituels. Ah oui, oui, d'accord. Ah oui, ça compte. Alors, ensuite, au niveau de tous les êtres vivants, on va commencer par les végétaux. Donc, tous les êtres vivants sont constitués de cellules, de tissus, et donc s'ajoute ici la vie. Donc une certaine autonomie qui va faire une certaine indépendance vis-à-vis des lois. Après, au niveau des animaux, on a le... Donc là, on peut parler de ce inozoïsme ou vitalisme, même déjà à ce niveau-là. Et puis, là, c'est oui, vitalisme plutôt. Là, ça, ce serait le inozoïsme. Là, ici, le vitalisme. Et là, on a les organes, sens, nerfs. Donc, on a je vais parler d'instinct ou d'organicité. Donc, c'est ça ce qu'il appelle l'organicisme aussi. Donc, on a une structure qui a quelque chose de plus. Bon, c'est un petit peu caricatural parce qu'aujourd'hui, on sait que les formes de vie, c'est beaucoup plus complexe que simplement végétal animal. Mais bon, pour montrer qu'il y a quand même des structures. Et puis, alors, au niveau de l'être humain, donc on retrouve ces mêmes structures. Mais, alors ça c'est quelque chose avec je ne crois pas que lui, si j'ai bien compris, mais il n'en parle pas clairement s'il croit en une existence après la vie. Ça ne ressort pas clairement dans son œuvre. Ou si c'est justement que nos molécules, etc., vont être transformées en quelque chose qui va redonner une vie, etc. Il ne l'exprime pas clairement. Mais donc dans les notion des religions, etc., on a sa notion de corps spirituel, qui est la forme qu'on peut prendre dans l'au-delà, en quelque sorte, et qui correspond à l'âme spirituelle. Ici, on peut parler aussi d'âme physique, et le terme animal vient de anima, qui veut dire âme. Donc c'est la même chose. Ce serait juste c'est un autre niveau d'âme, en quelque sorte. Voilà, alors j'ai peut-être pas répondu vraiment à la question que je me suis posée au début, mais j'ai essayé d'amener un certain nombre d'idées sur lesquelles on peut discuter et que, bon, et moi je vais encore plus tard reprendre ce livre et le réétudier parce qu'il y a beaucoup de choses que je suis passé très vite au hasard et peut-être il peut y avoir d'autres choses intéressantes dans le cadre d'une autre conférence.